Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 novembre 2015. Le titre du jour, c'est Décalage sur le WTI et AUD-NZD. Nous sommes aujourd'hui mercredi et je vous avais parlé de ces deux actifs lundi, le WTI et AUD-NZD. Je vous en ai parlé d'une part dans la matinale, j'en ai parlé par la suite sur TV Finance, j'en ai enfin parlé sur BFM le lundi après-midi. Ce sont un petit peu mes deux actifs favoris de la semaine. D'une part, le WTI qui était sur support. Pareil pour la UDNZD avant des chiffres. Nous allons venir sur ces deux actifs dans quelques instants. Comme tous les matins, pour débuter cette émission, un petit avertissement sur les risques, avertissement sur le caractère purement informatif des informations que l'on voit ici, sur les performances, sur les contrats CFD, sur les produits CMC. Je vous laisse regarder cela quelques instants. Donc, le sommaire de l'émission, comme d'habitude, je vous présente un petit peu cette émission. Donc, la matinale de CMC Market, c'est un nouveau concept, ça vient de sortir, ça a à peine une semaine. Je serai votre speaker avec grand plaisir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Chéron, je suis analyste spécialiste en analyse technique. J'affectionne particulièrement le marché des changes. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans différentes entreprises du secteur et maintenant je m'occupe de vous faire cette émission la matinale, je m'occupe de vous commenter l'actualité toute la journée sur Twitter, d'écrire également des analyses et puis très prochainement vous aurez de nombreuses surprises, de nouveaux projets qui sortiront. Nous allons aujourd'hui parler news, rumeurs, résultats, décalages, annonces, que ce soit en France ou en Asie. Nous allons voir le calendrier économique et passer en revue des actifs. Comme d'habitude, bien évidemment, vous pouvez me poser vos questions tout au long de cette émission et j'y répondrai avec plaisir. Alors, les news et décalages. Commençons par les résultats d'entreprise. Aujourd'hui, Atos a publié ses résultats donc supérieurs pour le troisième trimestre et Atos enregistre ainsi un nouveau record annuel. Si vous regardez le titre Atos, vous verrez qu'il est inscrit dans une belle tendance haussière. ING dépasse le consensus, mais est en faible hausse ce matin. Orpea, regardez le titre Orpea, vous comprendrez un petit peu ce qu'il en est. Orpea, c'est une croissance de 18,2% de l'activité au troisième trimestre. C'est un titre qui est passé de 30 à 75 ces 2 dernières années. Je vous avouerai qu'Orpea, c'est un titre que je regardais il y a encore 4, 5 ou 6 ans, quand elle était à 20 euros. Là, je la retrouve à 70 euros. C'est vraiment hallucinant. C'est une très belle société, un très beau parcours. Pour revenir un petit peu dans les chiffres, dans les faits sur la saison des résultats qui vient de passer, vous savez que tous les matins, je vous donne le nombre d'entreprises qui ont publié supérieur ou inférieur aux attentes sur le SP500. Il s'avère qu'on est autour de 68% d'entreprises qui ont fait mieux que le consensus. Sauf qu'habituellement, les entreprises du SP500, c'est entre 70 et 75% au-dessus du consensus. La saison des résultats du T3 de 2015 est donc la pire saison des résultats depuis 2009. Donc il faut bien comprendre qu'on a des entreprises qui sont hautement valorisées, puisqu'on a des indices qui sont sur leur plus haut historique pour certains. Il faut comprendre qu'on a des statistiques en demi-teinte, il faut comprendre qu'on a des saisons de résultats inférieures aux attentes, ainsi vous vous dites mais comment ça se fait que les marchés sont haussiers et qu'on est si haut? Eh bien la réponse c'est de vraiment bien saisir à quel point le rôle des banques centrales est désormais prépondérant dans l'appréciation ou du moins la tenue des marchés actions internationaux, mondiaux. Les banques centrales qui continuent d'injecter des milliards tous les mois pour pouvoir faire tenir tout cela. À l'international, le président chinois nous a rassuré hier sur le fait que dans les années à venir, la croissance chinoise devrait se maintenir au minimum à 6,5%, ce qui a ravi les investisseurs. La bourse chinoise a clôturé en hausse de 4,3% cette nuit et confirme ainsi une reprise de plus de 10% depuis ses plus bas il y a maintenant 2 mois. À court terme, le pire semble être passé.
Volkswagen nous parle de nouvelles irrégularités dans les calculs, les systèmes de vérification d'émissions de CO2. Potentiellement, ce sont encore 800 000 véhicules Porsche et Audi qui pourraient être concernés. Euh, c'est vraiment voilà, un cataclysme pour l'industrie de l'industrie automobile en général. Bien évidemment, c'est pire pour les marques diesel et j'ai l'impression que c'est pas prêt de s'arrêter. Après, Deutsche Bank, qui a supprimé 15 000 emplois sur 2 ans, c'est au tour de Standard Chartered de supprimer 15 000 emplois sur 86 000 emplois, donc ça fait quand même un sixième de la force de travail, ça fait 15% des effectifs, c'est énorme. Standard Chartered qui a enregistré son premier trimestre négatif depuis 15 ans, un petit peu comme Volkswagen. Forte hausse de la poste japonaise à l'introduction. En effet, la bourse japonaise s'est introduite et l'action a pris 17%. Donc c'est une réussite pour cette introduction qui est une des plus fortes, des plus importantes introductions de la semaine, de l'année, excusez-moi. Et la deuxième plus grosse introduction qui va avoir lieu sur le marché français là, c'est l'introduction de Amundi pour 8 milliards. J'en parlais hier, c'est une société de gestion qui gère pas moins de 1000 milliards d'actifs. Au niveau des statistiques, on a eu des chiffres cette nuit. Donc, nous avons eu la publication hier soir des chiffres de l'emploi en Nouvelle-Zélande. Ces chiffres étaient inférieurs aux attentes. Ensuite, au tout début de cette journée, à 1h30 du matin, on a eu les publications des ventes de détail et de la balance commerciale en Australie. Les ventes de détail étaient en ligne et la balance commerciale supérieure aux attentes. Ça a donné un coup de fouet à l'AUD. Ce coup de fouet a été vivifié par la suite par des statistiques chinoises supérieures aux attentes. Ce matin, on a eu la publication des PMI des services, puisqu'en début de semaine, c'était les PMI manufacturiers. PMI supérieur en Espagne, en Italie, en France, un petit peu inférieur en Allemagne et dans la globalité un tout petit peu inférieur au consensus. À 10h30, on aura la publication des PMI en Angleterre. À 14h15, les chiffres hebdomadaires du chômage, c'est l'ADP à 14h15 donc. 14h30, balance commerciale américaine et canadienne. 16h, attention, un petit discours de Yellen. Et en même temps, il y a l'ISM non manufacturier qui va tomber. Et à 16h30, les stocks de pétrole. Voilà. Quant à Draghi, hier soir, il faisait un speech et il a de nouveau réitéré le fait que la BCE était là en soutien et notamment pour faire pression sur l'euro. Donc bien évidemment, l'euro reste sous pression et se dirige vers le bas de son range de moyen terme à 1,0850 que nous allons regarder ensemble dans quelques instants. Voilà, donc on va passer sur la plateforme et on va regarder ensemble les graphiques. Je vais commencer en premier lieu par les indices boursiers. Donc les indices boursiers, il y a un appétit pour le risque qui se fait sentir. Le CAC, l'Eurostoxx, le Nikkei étaient tous dans des ranges. Alors le Nikkei, lui, n'est pas passé. Pour l'instant, il ne passe pas. L'Eurostoxx, lui, il est un tout petit peu passé, et puis vous avez le CAC qui caracole en tête et qui a pratiquement plus 1. Donc le CAC qui a dépassé en fait la zone des 4950-60, donc la zone haute de son range et qui est passé en force. Rappelez-vous, en début de semaine, je disais on pourrait passer du bas du range au haut du range. Après, est-ce qu'on allait passer le haut du range? Je disais qu'on n'avait pas forcément les catalyseurs nécessaires avant le chômage de vendredi. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, les investisseurs sont... il y a de l'appétit pour le risque. Notamment, je pense que la hausse actuelle du CAC 40 n'est pas drivée par les bons résultats, mais par la hausse du secteur énergétique. Il y a eu un beau décalage haussier sur le WTI qui est passé de 45,50 à 48. Ça fait quand même 6%. Donc de ce fait, tout le secteur énergétique a été tiré à la hausse. Or, dans le CAC, Technip et Total, qui sont dans le secteur énergétique, ça pèse quand même près de 15% du CAC.
Donc, pas de statistiques majeures, mais en tous les cas, un appétit pour le risque bien, bien présent sur les marchés, ce qui a permis ce dépassement de résistance. On approche des 5000 points. Par définition, ce serait pas étonnant qu'on aille les toucher par principe, histoire que les grands journaux puissent titrer le CAC 40 retrouve ses 5000 points avant un éventuel rallye de Noël. Euh, donc voilà, ça reste haussier, dans un canal haussier, et la résistance était à 4940, elle fait désormais support. On me demande ce qu'il en est sur le DAX. Donc le DAX, c'est très simple, hein, c'est le petit canal haussier que je vous ai tracé hier. Vous tracez donc un canal haussier qui passe par les plus bas et les plus hauts. Et hier, je vous indiquais que les 11 020 faisaient résistance. On s'est arrêté un tout petit peu dessous ce matin. Donc autant les supports sont payés et, et le marché tient bien, autant voilà, le DAX, si vous voulez, était déjà sorti de son range par le haut. Si vous considérez un range de la sorte sur le DAX, il en était sorti par le haut il y a déjà 2 jours, et en fait il s'est posé au-dessus de la borne haute de ce range. Le CAC, lui, n'étant pas passé, il passe aujourd'hui de la sorte. Voilà, donc CAC et DAX sont vraiment pareils. Le CAC donne l'impression d'être plus punchy ce jour. En fait, il fait un simple rattrapage sur le DAX. Le fait que le Nikkei, lui, soit complètement dans un range invite quand même un petit peu à la prudence, mais cette prudence, bon, quand on regarde les US, voilà, ça reste très haussier, très bien orienté pour le moment. Tant que les supports obliques tiennent, qui accompagnent les mouvements, eh bien, ce sont les acheteurs qui ont la main. Voilà. Donc, dans pareille situation, c'est pas forcément facile de faire de la stratégie journalière ou moyen terme quand on n'est pas rentré dans la hausse. Néanmoins, vous pouvez remarquer qu'à chaque fois qu'il y a des replis, des petits replis sur les supports, ils sont payés et ça tient pour le moment. Donc ces fameux replis sont, pour ceux qui le souhaitent, le moyen de pouvoir rentrer dans le marché et de mettre à profit la tendance haussière. Voilà. Donc ce sont des marchés haussiers depuis l'aventure, si vous voulez, de la fin août et septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les résultats d'entreprise sont sortis, ils sont pas excellents, mais ils sont corrects. Les banques centrales sont en soutien. La Chine a abaissé ses taux et l'Europe a dit qu'elle potentiellement elle pourrait faire plus de quantitative easing. Donc tout ça, ce sont des raisons qui ont propulsé les marchés de nouveau vers les plus hauts. Et tant qu'il n'y aura pas de phénomène extérieur, de phénomène exogène, eh bien ça pourra continuer d'être le cas. Ce qui fait aussi que le DAX monte un peu moins ces 2 dernières séances, c'est bien évidemment Volkswagen qui pèse, comme elle pèse sur le secteur automobile français. Alors on va regarder ensemble les actions. Morel et Prom est en tête de liste. Alors Morel et Prom, je postais hier ce graphique sur Twitter avec le canal baissier dont les cours se sont extraits hier. Donc hier, la sortie de canal validée et la clôture au plus haut sur Morel et Prom était un signal de retournement de tendance superbe. Voilà, c'est digne d'un livre. Il y a un mouvement principal qui est baissier à moyen terme. Ensuite, il y a un fort mouvement de court terme qui vient mettre un terme à la tendance baissière et qui vient neutraliser les choses. Puis les cours reviennent travailler la zone basse, de gap, de support. Les acheteurs se présentent et on redécale de nouveau à la hausse. C'est très, très typique d'un retournement haussier de court terme. Voilà. Clôturer au plus haut et réaliser un chandelier plein, c'est une bonne chose quand on étudie les chandeliers japonais, et c'est ça qui, ce matin, a entraîné la possibilité de ce gap haussier de 3%. Et ce qui est encore positif ce matin, toujours en chandelier japonais, c'est que le plus bas du jour correspond au cours d'ouverture. Ça veut dire que la valeur, elle a ouvert à plus 3, et les investisseurs ne se sont même pas posé la question de savoir s'ils allaient combler le gap ou pas, ils ont acheté direct. Et on est monté à plus 7. Donc là, il y a vraiment un courant acheteur à court terme qui s'est présenté sur Morel et Prom. De toute façon, les pétrolières, c'est Total et Technip. Les parapétrolières, c'est Morel et Prom, CGG Veritas et Vallourec. Ce sont tous ces titres-là qui profitent de la hausse du WTI de ces dernières séances. Et c'est ça, je pense, qui booste les marchés aujourd'hui.
Atos a publié donc ses résultats qui sont bons et c'est ainsi que l'action a cassé sa résistance. Vous voyez à quel point des fois il n'y a pas de hasard en bourse entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. En gros, Atos, depuis 6 mois, était bloqué dans un range et la semaine dernière était venu se caler pile poil sous la borne haute de son range. Si les résultats avaient été inférieurs aux attentes, eh ben, il y aurait peut-être eu un gap baissier, on serait revenu vers les supports. Là, c'est l'inverse qui s'est produit. On a eu des résultats favorables, plébiscités par le marché et c'est ainsi qu'on est reparti à la hausse. Swatech, ça spécule, hein. euh, Swatech, c'est un dossier qui est très spéculatif, qui se réveille quand les indices montent, comme c'est le cas aujourd'hui. Areva, on en a parlé ces dernières séances, il y a des prises de participation, notamment de la société chinoise CNNC, c'est ça qui tire le titre vers le haut. Selectis continue de profiter de la vague haussière en fait qui a démarré. Souvenez-vous, on a regardé le graphique hier et on disait que les 30 étaient d'importance, elle est à 33,40. Donc elle a accéléré hier au-dessus des 30 et est sortie par le haut de son canal et elle a pris 10% depuis. Donc ça c'était violent. CGG Veritas, donc ça j'en ai parlé en début de semaine, elle se retourne au même titre que Valorec et que Morel et Prom, mais elle est en plus en train de sortir d'un canal baissier long terme. Ma préférée, du moins celle que j'ai choisie lundi pour en parler sur tous les médias, c'est Valorec. Donc Valorec, cas typique de retournement de tendance. On a une tendance baissière ici matérialisée en orange. On en sort, on consolide, on neutralise les choses, les acheteurs reprennent de nouveau la main. On était dans un biseau descendant, on sort de la figure lundi, on clôture au-dessus des mêmes 20, mardi on revient prendre appui sur les mêmes 20, on clôture au plus haut, ce qui montre la présence des acheteurs. Aujourd'hui on gap à la hausse, ce qui montre encore une fois la présence des acheteurs, on revient fermer le gap sur les plus hauts d'hier, voire même on laisse un micro gap, signe que les acheteurs n'ont même pas voulu fermer le gap, ils ont voulu payer direct, et hop, de nouveau la valeur recasse ses plus hauts du jour et se retrouve au-dessus des 11 euros et inscrit ainsi sa troisième séance d'affilée et 11% de hausse depuis lundi matin 9h lorsque je vous en ai parlé. Valorec donc donne des signes de reprise et si la hausse du WTI devait perdurer, elle pourrait de nouveau aller chercher ses résistances. Donc je rappelle qu'il y a les 11,50 qui sont les plus hauts récents en cours de clôture, puis les 12,10 € qui ressortent comme une résistance datant de fin août puis de mi-octobre. Et je rappelle que sur Valorec, il y aura la publication des résultats en début de semaine prochaine et que si les résultats sont bien accueillis par le marché, si les résistances cassent, alors les résistances suivantes se trouvent vers 14 euros, ce qui fait entre le point de départ de ce signal haussier de lundi à 10 euros et les 14 euros, un potentiel haussier maximum de 40%. Voilà, c'est pas négligeable. Dans les matériaux de base, donc on a Eramet qui reprend un petit peu de hauteur. Lorsque le secteur énergétique se reprend, elle aime bien rebondir. C'était déjà le cas il y a un mois. Ça pourrait être de nouveau le cas ici, à surveiller en tous les cas. Alcatel toujours aussi recherché, qui retrouve les 3,80, 3,90 datant d'avril dernier. Ouais, donc 4, 4,20 apparaissent comme la zone de résistance de moyen terme sur Alcatel. Donc pour l'instant, elle est bien orientée. Archimedia toujours délaissé. Forestia pâtit un petit peu des prises de bénéfices sur le secteur auto. Renault, ça bloque toujours sous les 90, seuil dont je vous parle depuis la semaine dernière comme seuil d'importance. Voilà, on a fait le tour. Donc indice de l'appétit pour le risque et ça monte. Néanmoins, je me dois de vous rappeler que on a certains indices qui ne sont pas sortis de leur range, comme le Nikkei, et on a des statistiques d'importance en fin de semaine. Donc, il n'est pas dit qu'on continue de filer en ligne droite si facilement. Sur les actions, on a fait le tour des dossiers. Les principaux dossiers qui m'ont intéressé ici, ce sont les parapétrolières, puisque je vous en ai parlé dès ce lundi.
On va surveiller le gaz demain avec la publication des stocks, mais je pense que vous avez compris que le gaz teste actuellement ses plus bas de 15 ans et que c'est une zone à partir de laquelle il pourrait se passer quelque chose, mais on attend confirmation. Le pétrole brut léger, le WTI est en petite hausse ce matin. Hier, il est fortement monté. Regardez cela. Donc le WTI, j'en parle 2 fois par jour, hein, c'est un de mes actifs préférés. On en avait parlé la semaine dernière sur 43, la tenue du support et l'éventuel rebond. Le rebond puissant s'est fait avec la publication de stocks inférieurs aux attentes. Hier, je vous disais qu'il fallait qu'on passe la MM20 et les 46,50 pour accélérer. On a passé 46,50, on a pris 150 points dans l'heure. Ça, c'est des seuils d'accélération. Et aujourd'hui, à 16h30, on attend la publication des stocks. Si les stocks sont inférieurs aux attentes, il y a de grandes chances que le pétrole qui a tenu en bas de son range retourne vers le haut de son range. Et le haut de son range, c'est 50. Si les stocks, au contraire, sont un peu mitigés, voire supérieurs aux attentes, un retour vers la zone tampon travaillée ces dernières séances, soit la zone des 46, 46, 50, serait légitime. Dans les matières premières, il n'y a pas grand-chose d'autre dont je voulais vous parler, si ce n'est l'or, puisque l'or a perforé le support oblique. Alors j'ai vu que on pouvait peut-être le considérer de la sorte, mais j'aime pas trop. Enfin, j'ai pas envie de chercher des obliques de soutien sur l'or qui est baissier. J'attends de voir si à un moment ça réagit. L'or, voilà, on a une zone de soutien ici, une zone horizontale. 75% à 80% des traders particuliers sont à l'achat sur l'or. Et généralement, le marché aime bien faire l'inverse de la majorité. Donc voilà, l'or, c'est ainsi. Les fondamentaux. L'or a généralement est recherché quand il y a de la peur sur les marchés, ce qui n'est pas le cas. L'or généralement monte quand il y a des perspectives d'inflation qui montent, il n'y en a pas actuellement. L'or est inversement corrélé au dollar, donc monte quand le dollar baisse, sauf qu'en ce moment il est recherché. Donc il n'y a pas grand-chose qui permet alors de rebondir ces dernières séances. Voilà. Donc voilà pour les matières premières. Et enfin les devises. Alors sur les devises, donc bien évidemment, chiffre inférieur aux attentes en Nouvelle-Zélande, donc le NZD pâtit de cela. Au contraire, l'AUD, lui, il y a eu des bons chiffres cette nuit. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la paire AUD-NZD qui a complètement décalé à la hausse. Donc ça, c'est une paire dont je vous ai parlé dès lundi matin, dont j'ai parlé également sur BFM lundi après-midi. On disait que si il y avait un maintien de la politique stable des taux de la part de l'AUD et qu'il y avait ne serait-ce que des chiffres un petit peu inférieurs aux attentes sur le NZD, un décalage haussier pourrait s'opérer. Hier, je vous ai montré que ce décalage haussier était potentiellement en train d'opérer, mais qu'il fallait dépasser les 1,07, soit la borne haut du canal, pour aller plus haut. C'est ce qui s'est passé par la suite. Cette cassure a été confirmée dans la nuit. Et nous voilà à 1,0835, soit 300 points plus haut que lundi. Quoi d'autre sur l'échange? L'USD Yen toujours haussier, toujours maintenu, ce qui montre qu'il y a bien de l'appétit pour le risque sur les marchés. GBP Yen, je voulais vous la montrer parce que c'est propre, un beau range. Donc, s'il y a de l'appétit pour le risque et que ça passe en force, eh bien, il y aura peut-être un décalage haussier à suivre de cette sortie de range. A contrario, s'il y a une petite correction, on est pile poil sous résistance. Donc il faudra voir comment on y réagit. Quoi d'autre? L'USD CHF, me semble que j'ai un canal haussier intéressant à suivre. Voilà, j'ai pris les plus bas sur l'USD CHF et j'ai tracé un canal avec les plus hauts récents et j'ai une borne haute vers 1,0150 et un support à 0,98. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Écoutez, rien
de spécial. Je vous ai parlé de la UDNZD. Sinon, il y a aussi l'euro-dollar qui est tout simplement en train de revenir vers le bas de son range. Donc l'euro-dollar, Draghi a tout simplement réitéré la rhétorique de la BCE qui est de faire pression sur la paire. L'euro-dollar est dans un range de moyen terme depuis 6 mois, a tenté des pullbacks vers les 1,1050, 1,11 qui ont fait résistance ces dernières séances. Et donc l'euro-dollar revient vers ses plus bas récents 1,09 et sous ce seuil-là, il y a les 1,08, 1,0830. C'est le bas du range que l'on tient depuis le début du mois de mai. Donc 1,11 zone de résistance majeure, 1,08 zone de soutien. On verra comment les chiffres réagissent. Il y a une publication qui vient de sortir, le chiffre donc à fort impact PIB manufacturier anglais supérieur aux attentes. Et donc la livre passe dans le vert. La livre elle est ici. Et la résistance se situe à 1,55. La livre est une des monnaies les plus solides de 2015 contre le dollar américain. Les chiffres d'hier étaient un petit peu inférieurs aux attentes et l'ont fait reculer. C'est vraiment le challenge des 1,55 qui est d'importance pour la livre. Si cette barre saute, eh bien le haut du range pourrait être en visée, soit les 1,58. A contrario, tant que ça bloque, eh bien on pourrait végéter de la sorte. Voilà, je pense avoir fait le tour. Bonjour à certains que je reconnais dans les noms et prénoms, ça me fait très plaisir de vous voir. Merci Jean-Jacques pour ce bonjour du Pays Basque. Bonjour Brown Teddy, très content de te voir également. Alors Paul Rojol me dit dans quel scénario les indices pourraient baisser cette semaine si le NFP est trop bon, si les stocks de pétrole sont plus élevés que prévu. Alors si les stocks de pétrole sont plus élevés, ça va peser sur les sociétés du secteur pétrolier et ça va peut-être les faire reculer un petit peu, ce qui pèserait éventuellement sur les indices. Si le NFP est excellent, c'est quand même le chiffre de l'emploi américain. Alors je vois ce que vous voulez dire. Si le NFP est trop bon, ça veut dire qu'il y aura possible hausse des taux de la part de la Fed et ça pèse sur les marchés. Mais il faut pas oublier que les Américains restent les Américains. Hein. Quand il y a un NFP qui est publié qui est supérieur aux attentes, généralement, ils ont du mal à faire baisser les indices parce qu'un bon chômage, c'est un bon chômage, c'est un bon chiffre, ça montre la solidité des États-Unis. Donc vive le SP500, quoi. Donc, des raisons qui pourraient engendrer une baisse des indices, c'est, oui, une baisse de l'énergie, c'est potentiellement sinon un mauvais NFP, un très mauvais NFP vendredi, ça montrerait que ça ne va pas très bien. Après, ce qu'il faut comprendre sur les indices, c'est qu'on est dans un mouvement puissant et linéaire, tracté par des banques centrales qui sont en soutien, une BCE et une BOJ, donc la Banque du Japon, qui achètent tous les jours, toutes les semaines sur le marché. On est dans des canaux haussiers, dans des tendances haussières. Donc voilà. L'adage dit trend is your friend, ça veut dire la tendance est votre ami et à court terme elle est haussière, donc voilà. Alors je vous dis ça, on vient de passer de 4280 à 5000, on vient de monter en ligne droite depuis 15 jours et on est à 2 jours du NFP, donc je suis pas en train de vous dire que ça va continuer à monter tout droit, hein, non plus. Hein. Je suis juste en train de vous dire que les faits sont la tendance haussière est actuellement en place. Après, on est pile sous les 5000 points à plus 1% et dans 2 jours on a un NFP, donc effectivement il y a des possibilités de consolidation par la suite qui s'ouvrent et il y a en tous les cas une prudence qui pourrait être de mise. Voilà, sur ce, j'en ai terminé pour ce matin. Je vous remercie à tous, vous êtes de plus en plus nombreux pour cette émission quotidienne, la matinale. C'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver et de pouvoir commenter les marchés comme ça en vidéo au quotidien. N'hésitez pas à poser des questions
pendant les émissions à venir. Merci Anthony Murgot d'être passé à mon émission et d'en avoir parlé également sur Twitter. Ce sera vous, public le plus important de mes vecteurs, que ce soit sur Twitter, vos amis, les forums, etc. N'hésitez pas à parler de la matinale. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, de bons trades, et je vous retrouve à demain matin, 10h pour la matinale.